Je pense que c'est bon, c'est parti. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à vous de nous rejoindre pour ce nouveau rendez-vous de 30 minutes avec, où ce soir, nous avons la chance d'accueillir le professeur Bruno Falissard, qui est directeur d'un laboratoire de santé publique, professeur de statistique à l'Université Paris-Saclay et également psychiatre, qui va intervenir sur la question de la rencontre du genre avec la biologie et l'anthropologie. Je rappelle sur les règles formelles de fonctionnement de notre rendez-vous que vous pouvez toutes et tous poser vos questions au fil de l'intervention du professeur Falissard dans le fil de discussion de chat pour que nous puissions les poser ensuite sur les 30 minutes de questions sur la seconde partie du rendez-vous. Voilà, je vais vite. Je vous laisse la parole, professeur Falissard, et merci encore à vous d'avoir accepté notre invitation. Non, merci à vous. Bonjour, bonjour à tous. Merci à vous. C'est un sujet sensible aujourd'hui, hein, la question d'hommes et de femmes, autant quand on est clinicien, mais même quand on est citoyen. En ce moment, elle se pose avec beaucoup d'acuité. Et donc, j'ai voulu y réfléchir et vraiment creuser le sujet. Alors, je commence par les conflits d'intérêts. Vous les voyez sur moi. Je suis un homme de 60 ans. Donc, bien sûr, ça peut expliquer plein de choses dans ce que je vais dire. J'ai essayé de m'en départir, mais ça n'est bien entendu jamais possible. Alors, je commence d'abord par une définition. Qu'est-ce qu'un homme et qu'est-ce qu'une femme? Et je n'ai pas à y répondre tout de suite. Par contre, je vais contourner le problème. Je vais dire qu'est-ce qu'un mâle, qu'est-ce qu'une femelle? Alors, ça vient de, figurez-vous que sur notre planète, il y a des êtres vivants et que ces êtres vivants, par définition, le vivant, il y a une reproduction. Et eh bien, la plupart des êtres vivants sur Terre ont une reproduction dite sexuée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux individus. Alors, il y a plutôt, oui, il y a des mâles et des femelles. Et les mâles, ce sont ceux. Alors, dans la reproduction, vous savez qu'il y a des gamètes. Les gamètes ont la moitié du patrimoine génétique et elles fusionnent et ça fait un nouvel être vivant qui a la moitié du patrimoine de son père et de sa mère. Et du coup, l'être vivant enfant est différent et c'est cette différence qui fait qu'on s'adapte à l'environnement et que l'évolution, du coup, considère que c'est très bien. Alors, figurez-vous que dans la reproduction sexuée, eh bien, il y a presque toujours ce qu'on appelle une anisogamie. L'anisogamie, c'est que il y a un des individus qui va donner un gros gamète qui bouge pas et l'autre individu qui donne un petit gamète qui bouge. Eh bien, alors, et ça c'est vrai, alors les spermatozoïdes et les ovocytes, donc chez les mammifères c'est évident, c'est vrai chez les oiseaux, c'est vrai chez les reptiles, c'est vrai chez les fleurs. Alors, il y a bien sûr des êtres hermaphrodites, hein, comme les fleurs, comme les escargots. Mais en tout cas, celui qui a les gros gamètes qui ne bougent pas, on appelle ça le mâle. Celui qui a les femelles, celui qui a les petits gamètes qui bougent, c'est les mâles. Donc, et alors, à partir de là, on a plein de variantes. Notamment, on a le mérou qui naît mâle et qui devient femelle. Le mérou est transsexuel naturellement. Tous les mérous sont transsexuels s'ils vivent suffisamment longtemps. Voilà. Alors, et du coup, eh bien, en fait, chez l'humain, aujourd'hui, en réalité, il n'y a jamais eu de transsexuel. Parce que, à ma connaissance, il n'y a jamais eu de mâle à qui on a greffé des ovaires et il n'y a jamais eu de femelles, de personnes nées femelles à qui on a greffé des testostérones. C'est pas comme ça qu'on fait la chirurgie pour les transgenres. Et donc, littéralement, il n'y a pas de transsexualisme au sens biologique chez les humains. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on devient mâle ou femelle? Alors vous me direz, ah ben c'est le chromosome Y, voilà, donc les humains ont des chromosomes par paire, et puis les femelles donc ont deux chromosomes X, et le mâle a un chromosome X, un chromosome Y, et ce chromosome Y déclenche une cascade métabolique qui va faire qu'au lieu d'avoir des ovaires, eh ben finalement il a un pénis qui sort avec des testicules, et puis que ça va déclencher après plein de choses, on le verra par la suite. Et donc souvent on dit, ah ben oui, ben, donc le sexe, être mâle ou femelle, c'est génétique. Eh ben non. Eh ben non. Par exemple, les crocodiles pondent des œufs et c'est en fonction de la profondeur des œufs dans le sol que l'œuf va devenir mâle ou femelle. C'est la température de l'œuf qui va déterminer le fait d'être mâle ou le sexe. Voilà. Et donc vraiment,
parce que certains disaient, ah, en fait, le mâle, c'est une femelle modifiée. Parce que le sexe neutre, c'est la femelle, puisqu'elle a 2 chromosomes X. Et puis, les mâles ont un petit bout de chromosome Y, et toc, ils perturbent l'évolution spontanée de l'être humain qui se transforme en mâle. Eh bien, en fait, et d'ailleurs, on le voit, et c'est sûrement des féministes qui ont écrit ça sur l'article Wikipédia de la sexualité. Non, on ne peut pas dire que le mâle est une femelle modifiée, puisque ce sont 2 voies métaboliques différentes. Voilà, être mâle ou être femelle, c'est 2 voies métaboliques différentes. Alors, en quoi un mâle, c'est différent d'une femelle? Alors, il y a les organes génitaux externes, vous êtes tous au courant, d'ailleurs, on les cache, hein, c'est sûrement pas sans raison. Mais il y a des caractères sexuels secondaires, donc la voix, j'ai une voix assez aiguë quand même, on me confond souvent, donc ça se recouvre, il y a un recouvrement de la voix des mâles et des femelles humains, mais enfin, ça discrimine quand même pas mal. Il y a le cartilage thyroïde ici, il y a la largeur des épaules par rapport à la largeur des hanches, il y a le pourcentage de masse grasse dans les muscles, il y a, etc., la vitesse de croissance des cheveux, hein, et la durée de vie des cheveux est plus importante chez les femelles humaines que chez les mâles. Du coup, c'est pour ça, en partie, que les femelles humaines ont plus facilement les cheveux longs que les hommes, statistiquement, bien entendu. Donc, il y a des différences plus ou moins évidentes entre les femelles et les mâles. Alors, en termes de santé, eh bien, il y a des différences de problèmes de santé entre les mâles et les femelles. Alors, il y a des choses qui sont évidentes, bien entendu. Les femelles humaines ont des cancers de l'ovaire que les mâles ne peuvent pas avoir, comme les mâles ont un cancer du testicule. Les femelles ont plus de cancers du sein, alors que les mâles ont aussi des seins, mais 1% des cancers du sein sont des cancers chez les hommes. Alors, il se trouve que les mâles humains ont lié à l'X. Comme ils n'ont qu'un seul chromosome X, eh bien, ils n'ont pas de backup si jamais il y a un bug sur un gène lié à l'X. Et donc, le syndrome de l'X fragile, l'hémophilie, etc., certaines myopathies sont très, avec un sexe ratio colossalement en défaveur des hommes. Alors, à l'inverse, il y a des choses moins évidentes et il y a des maladies qui touchent surtout les femelles humaines. Ça fait drôle, je dis femelle, mais comme ça, au moins, il n'y a pas d'ambiguïté sur ce que je raconte. Les maladies auto-immunes, le lupus par exemple, touche 10 fois plus de femelles humaines que de mâles. On ne sait pas vraiment pourquoi. Une explication, ça serait que normalement, les femelles humaines, il y a un chromosome X qui est inactivé, enfin des gènes du chromosome. Il n'y a qu'un seul exemplaire des chromosomes X qui fonctionne, et peut-être que chez certaines femelles, il y aurait 2 gènes qui sont activés et que ça déclencherait des problèmes d'auto-immunité. Mais je passe vite parce que ce n'est pas le sujet. Alors, par contre, chez les mâles humains, il y a des vrais problèmes autour de la prise de risque, des comportements d'addiction, etc., et des décès, puisque, comme vous le savez, les mâles vivent en moyenne 6 ans, en France en tout cas, 6 ans de moins que les femelles. Et donc, alors la question, c'est pourquoi? Pourquoi il y a plus de prise de risque chez les mâles? Pourquoi il y a plus d'addiction? Pourquoi ils meurent plus tôt? Alors, on dit parfois, ils sont plus fragiles. On verra que c'est un petit peu vrai, mais pas plus que ça. Alors, tout de suite, je vais avoir une hypothèse extrêmement forte, hein, discutable, mais on va revenir dessus. Pourquoi les hommes prennent des risques? Pourquoi ils meurent plus tôt? Parce qu'en fait, eh bien, il est possible que les hommes doivent mourir tôt pour la société, pour l'évolution de notre espèce. Hein, et alors, ça va, je suis sûr que vous êtes là, mais qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi les hommes doivent mourir tôt? Eh bien, je vais rebondir sur la question. À quoi servent les hommes? Les mâles. Voilà. À quoi servent les mâles humains? Alors, vous me direz, c'est une question humoristique. Non, c'est une question profonde qui a été étudiée par les évolutionnistes. C'est que, figurez-vous que nous naissons, nous grandissons, mais pour ça, il faut manger. Et en permanence, nous mangeons, il faut de l'énergie pour vivre. Donc, et c'est compliqué de récolter toute cette énergie pour vivre. Et le problème, c'est que les femelles, elles consomment de l'énergie, mais au moins, elles créent un nouvel être humain. Mais les mâles, ils consomment de l'énergie et ils en font quoi? Alors, ils protègent la tribu, mais en général, ils protègent la tribu contre les autres mâles. Et en fait, les mâles ne servent qu'à donner du sperme. Alors, c'est une hypothèse. Et il y a même des gens qui ont calculé que ça serait optimum s'il y avait à peu près, alors pas que chez les humains, chez les mammifères, à peu près, et même dans les autres espèces, un mâle pour 6 à 10 femelles. Parce qu'avec comme ça, on aurait de la variabilité génétique,
mais il y aurait beaucoup moins de mâles qui consommeraient moins d'énergie. Du coup, on pourrait donner plus d'énergie pour plus de femelles et l'espèce serait encore plus adaptée à l'environnement et pourrait tout envahir. Alors, pourquoi n'y a-t-il pas des espèces où il y a un mâle pour 10 femelles? Eh bien, on a montré, c'est Fischer qui a montré en 1922, qu'en fait, ça ne peut pas marcher. Si jamais il y avait plus de femelles que de mâles, eh bien, en fait, il y aurait un avantage évolutif à ce que les humains aient plus de descendance mâle. Parce que s'ils ont plus de descendance mâle, les descendances qu'ils vont avoir encore plus de descendance, puisque les mâles ont plus de descendance, et donc ils vont transmettre leurs gènes. Et donc, c'est un avantage sélectif. Et donc, dès qu'il y a plus de femelles que de mâles dans une espèce, eh bien, par sélection naturelle, ça va revenir vers 50%. Et là, vous voyez, pour moi, c'est quelque chose de très fort. En fait, les mâles ne servent pas à grand-chose, mais pourtant, on ne peut pas faire autrement que d'en avoir 50% dans la population. Et ça, anthropologiquement, je suis sûr que c'est à l'origine d'interrogations et de structuration de la société, et notamment qui fait que, eh ben, il y a des guerres, qui va à la guerre? Les mâles, parce que comme ça, hop, ça écrème, il en faut moins. Il faut qu'ils prennent des risques, c'est bien, ben oui, c'est bien, parce que comme ça, hop, ça dégage. Et voilà. Alors, c'est discutable, hein, c'est un point de vue personnel. Alors vous me direz, oui, mais attention, alors à ce moment-là, pourquoi dans la plupart des sociétés, par exemple comme en Chine, on élimine les fœtus femelles? Et c'est vrai, il y a ce qu'on appelle une préférence masculine à la naissance, hein, qui est vrai pas partout, mais presque partout sur la planète. Et donc ça, alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on a une demi-heure, mais figurez-vous que il y a ce sujet-là à la fois intéressé les démographes et les évolutionnistes, et en particulier les psychologues de l'évolution, avec ce qu'on appelle l'hypothèse de Triver et Villard, qui serait que quand un sujet a un statut social élevé, il a plus intérêt à avoir des mâles que des femelles, à la condition que dans la société, les mâles aient plus les mâles de niveau socio-économique élevé aient plus de descendance que les mâles de niveau socio-économique peu élevé, ce qui est en général le cas. Là, on voit, il y a une différence énorme entre les descendances possibles des mâles et des femelles, c'est qu'un mâle peut avoir 300 descendants, alors qu'une femelle, non. Et donc, la variance de la descendance d'un mâle est beaucoup plus grande que la variance de la descendance d'une femelle. Et donc, du coup, un mâle de statut élevé peut avoir une descendance énorme. Et donc, du coup, il y a un intérêt évolutif à ce que, quand vous avez un statut social élevé, vos enfants vont avoir un statut social élevé, donc vous avez intérêt à avoir une descendance mâle. Et ça c'est l'hypothèse de Trivers et Villard, qui est, alors, est-ce qu'elle est vérifiée en pratique? Eh bien, un petit peu. Voilà. Alors, il y a plein de papiers là-dessus, c'est très difficile à vérifier, mais chez les mammifères, chez les primates, chez les humains, c'est plutôt une tendance à dire oui. D'ailleurs, on a même montré, alors les articles sont pas complètement sécures, mais il y a eu une étude au Nigeria qui a montré que la composition de lait d'une femelle humaine n'est pas la même suivant qu'elle a un nouveau-né mâle ou femelle, et que cette composition est plus riche quand elle a un niveau socio-économique élevé et que sa descendance est un mâle, ce qui confirme l'hypothèse de Trivers et Villard. Voilà, donc il y a déjà 13 minutes de passé. Donc vous voyez que cette histoire, rien que la biologie, toute brute en termes d'évolution, eh bien, montre que la question de mâle et femelle est une question extraordinairement complexe et qui va même infiltrer la société des gènes au comportement anthropologique. Et on pourra y revenir dans la discussion si vous voulez, parce qu'il y a plein de papiers là-dessus. Mais je passe sur des choses qui sont plus susceptibles de vous intéresser. Alors, donc, ça c'est l'évolution, la reproduction, etc. Mais après, il y a un nouveau-né, et le nouveau-né mâle ou le nouveau-né femelle, est-ce qu'ils sont différents à la naissance? Alors, vous savez que 50% des naissances sont des mâles. On ne sait pas vraiment pourquoi. On dit que c'est parce que le chromosome les spermatozoïdes d'un futur mâle contient un Y qui est plus petit, donc il est plus léger, donc il va plus vite. C'est pas sûr du tout.
En tout cas, il y a une légère surreprésentation des mâles à la naissance, mais en fait, ils meurent plus vite. Et ça, c'est vrai, il y a plus de morts in utero chez les fœtus mâles et plus de mortalité néonatale chez les nouveau-nés mâles, sans qu'on sache l'expliquer. Sans qu'on sache l'expliquer. Mais c'est un tout petit peu. Et donc, vers 2-3 ans, il y a 50% de mâles et de femelles. Alors, est-ce qu'il y a des différences cognitives? Alors ça va vous intéresser. Eh ben oui, il y a quand même un corpus de connaissances. Alors c'est des différences statistiques, bien entendu, c'est pas des différences absolues. Mais un papier de Connelan en 2000 que je trouve remarquable, c'est l'équipe de Baron Cohen dans Infant Behavior and Development. C'est 2 fois 50 enfants qui ont quelques heures de vie et on leur montre d'un côté un visage d'une jeune femme, c'est l'investigatrice, d'une jeune femme en blouse, blonde, etc. Et de l'autre côté, il y a un mobile avec des yeux, une bouche, etc., comme un tableau de Picasso, mais c'est des mobiles. Voilà. Et donc, vous avez à peu près un tiers des nouveau-nés qui regardent les deux et 2 tiers qui regardent surtout l'un. Et bien, parmi ceux qui regardent surtout l'un, les mâles, les nouveau-nés mâles regardent beaucoup plus le mobile et les nouveau-nés femelles regardent beaucoup plus le visage humain. C'est l'hypothèse de l'équipe de Baron Cohen que le mâle aurait un sous-phénotype autistique. Voilà, et ça a été une autre étude qui a étudié les conduites d'imitation chez un nouveau-né de quelques heures, la réaction par la montée de la fréquence cardiaque en fonction de la rencontre avec les parents, etc., etc. Ça a été le pot à pot aussi, un pot à pot entre un nouveau-né mâle, femelle, avec la maman, le papa, etc. Et on voit qu'il y a des différences. Et chez le macaque, il y a eu une expérience un peu du même type. Alors pourquoi y aurait-il des différences entre les nouveau-nés mâles et les nouveau-nés femelles? Big question. L'interprétation numéro 1, c'est la testostérone, puisque le chromosome Y, en fait, fait pas grand-chose. Il fait quasiment rien. Il n'y a quasiment aucun gène sur le chromosome Y, à part la détermination du sexe. Et donc, il y a la testostérone, les hormones androgènes qui font pousser les organes génitaux. Et figurez-vous qu'on sait pas, vous ne savez peut-être pas qu'un nouveau-né à la naissance a une testostéronémie quasiment équivalente à celle qu'il aura à l'adolescence. Donc c'est très élevé. Le nouveau-né a une testostéronémie très élevée qui chute brutalement après quelques jours. Et donc le dernier trimestre de grossesse, il y a une hyperimprégnation testostéronémique et bien sûr elle est beaucoup plus importante chez le nouveau-né mâle que chez le nouveau-né femelle. Et il y aurait une hypothèse que cette hypertestostéronémie aurait un impact sur la maturation du système nerveux central. C'est une hypothèse. Voilà. Alors, donc on voit, mais c'est bien sûr, ce sont différences statistiques qui sont fines. Bien sûr que c'est pas du tout comme 99% des mâles sont comme ça, c'est des femelles. Il y a des petites différences statistiques. Alors après, le nouveau-né, il naît, voilà, et il y a une maman et une papa, enfin une maman et un papa. Et alors comment ça se passe là sachant que chez les humains, c'est particulièrement important, puisque vous savez que chez les humains, il y a ce qu'on appelle la néoténie, c'est que le nouveau-né humain naît prématuré. On peut calculer, je pourrais vous dire comment on le calcule, qu'en principe, le nouveau-né humain devrait avoir une gestation de 1 an et demi. Mais il ne peut pas parce que les humains sont debout. Donc, comme les humains sont debout, ils ont un bassin beaucoup plus étroit que les singes. Et que donc, même si les femelles humaines ont un bassin plus large, que les mâles, elles ont un bassin beaucoup plus étroit que les gonons. Et donc, or, notre crâne est plus large que le crâne des chimpanzés ou des gorilles. Et donc, ça ne peut pas passer. S'il y avait une gestation d'1 an et demi, le fœtus humain ne pourrait pas passer. Et donc, du coup, on est prématuré. Et donc, du coup, ça a un impact colossal. C'est que on est un peu comme des kangourous. Le petit humain va vivre à l'extérieur avec ses parents alors qu'il est prématuré. Et donc, du coup, alors que son cerveau va développer, puisque le volume du cerveau du nouveau-né humain, c'est 25% du volume d'un cerveau d'un adulte humain. Alors que chez le chimpanzé, c'est 50%, et chez les autres mammifères, c'est 90%. Le cerveau bouge quasiment plus. Nous, notre cerveau, on apprend énormément une fois qu'on est sorti. Et bien sûr, on apprend énormément dans la première année de vie. Et là, on est prématuré et on est au contact des parents. Et donc, on se construit
dans la relation avec nos parents et l'environnement proche, de l'importance de ne pas avoir un attachement sécure, etc., etc. Et donc, du coup, le statut de père, mère, etc., il faut le regarder avec un microscope. Alors, et aujourd'hui, la question, vous savez, se pose aussi, est-ce que les pères et les mères, c'est la même chose? Et en cabinet, enfin en consultation, c'est une question qui revient souvent. Alors, ben quand même, il y a une différence entre être père et être mère. C'est-à-dire que la quasi-totalité des fois, une mère va avoir son fœtus dans son utérus, c'est-à-dire dans son abdomen. Et ça, un mâle ne peut pas comprendre ce que c'est. Enfin, on peut le comprendre intellectuellement, mais le vivre, c'est juste impensable. C'est juste impensable. Avoir un fœtus dans son ventre, c'est quelque chose de massivement fort. Et après, c'est pas fini. Après, il y a l'allaitement. Et l'allaitement, c'est quelque chose de massivement fort. Même si un papa va donner le biberon, et les papas donnent les biberons, et c'est très bien, naturellement, eh bien, donner le sein, ça n'est pas la même chose. Et on a même montré qu'après avoir allaité 7 jours un enfant, il est capable de discriminer l'odeur de sa mère de l'odeur d'une autre femme, et il ne discrimine pas l'odeur de son père d'un autre homme. Or, vous savez aussi que l'odeur d'un être humain, c'est extrêmement important, en particulier autour de tout ce qui est archaïque, en particulier autour de la sexualité. Et donc, bien sûr, tout ça fait que l'investissement affectif d'un nouveau-né a toutes les chances, là aussi, c'est pas universel, mais d'être plus fort chez sa mère que chez son père. Entre nous, c'est du bon sens, hein, mais tout le monde n'est pas d'accord. Tout le monde, enfin, je sais que quand j'en discute, il y a des gens à qui ça choque un peu, mais c'est juste une évidence clinique qui est d'ailleurs supportée par ce que je viens de dire. Alors, après, du coup, se posent des questions aussi, c'est que, et ça, c'est un terme d'évolution, c'est très fort, c'est que une mère, elle sait qu'elle a accouché, elle sait qu'elle a eu un enfant. Alors celui qu'on lui donne après, peut-être qu'on lui a pris, c'est peut-être pas le bon, mais enfin quand même, mais en tout cas, elle sait qu'elle a eu un enfant. Le père ne sait jamais s'il a eu un enfant. Ça, c'est structurellement très fort, c'est une évidence, hein. C'est-à-dire que le père sait qu'il est père parce qu'on lui dit. Ça, son épouse lui dit, voilà, c'est ton fils, on met le nom du père là sur la carte d'identité, voilà, c'est votre fils. Donc on lui donne, c'est une tradition dans pas mal de sociétés, dans la nôtre un petit peu aussi. Et donc, alors, bien sûr, on est obligé de se souvenir de Lacan qui dit que, voilà, que le nom du père, c'est quelque chose. Alors, je ne défends pas forcément Lacan, mais il faut reconnaître que sur ce coup-là, de mon point de vue, la paternité, c'est du symbolique, la maternité, c'est du réel. Eh ben, je trouve que ça fait extrêmement sens, c'est quelque chose de très fort. On pourra y revenir là-dessus. Et alors, là aussi, ça, c'est pas du tout anodin en termes anthropologiques, hein. C'est que, en fait, le fait que le père ne soit jamais sûr de sa paternité, ça va avoir des conséquences comportementales à l'échelon d'une société. Et c'est très intéressant parce que ça a été étudié, il y a un très beau papier de Nature qui a été étudié sur les lézards à taches latérales. Les lézards à taches latérales, en fait, il y a 3 couleurs de taches sur les lézards à taches latérales, et en fonction de la couleur de la tache, ils ont des comportements très particuliers par rapport à la reproduction. Donc, quand la tache elle est orange, c'est les mâles qui sont violents, ils agressent les autres mâles pour pouvoir se reproduire. Quand ils ont une tache bleue, ils sont possessifs, c'est-à-dire qu'ils se reproduisent et hop, ils coincent la femelle dans un trou dans le sol et ils l'empêchent de sortir. Comme ça, ils sont sûrs que la descendance, c'est la leur. Et puis, il y a les lézards avec la tache jaune, c'est des lézards féminisés. Et donc, eux, ils sont cool, ils font rien. Ils ne sont pas agressés par le lézard à tache orange parce qu'ils ressemblent à des femelles. Et puis voilà. Et figurez-vous qu'en fait, au fur et à mesure que le temps passe, il y a une domination d'orange, de bleu ou de jaune, et ça marche comme ciseaux, pierre, caillou. C'est-à-dire que l'orange domine le bleu domine le jaune domine l'orange en termes d'évolution. Et comme ça, il y a des cycles avec des prédominances. Et figurez-vous que dans les sociétés humaines, que font les mâles avec les femelles? Où il y a des mâles violents qui agressent les autres mâles, ou il y a des mâles qui coincent leurs femelles chez elles et qui les empêchent de sortir,
où il y a des mâles cool qui sont féminisés, et puis voilà. Et puis d'une société à l'autre, il y a une domination de ces comportements. Donc je trouve ça très, très passionnant de voir comment là aussi la biologie peut faire sens avec l'anthropologie. Alors voilà le papa, voilà la maman, mais le bébé, mâle ou femelle, comment il vit ça? Alors là, on va quitter le monde de la science pour rentrer dans le monde de la clinique. Donc, c'est mon point de vue. Je vais vous dire ce que moi, en tant que clinicien, ce que je vois de ce que vivent les nouveau-nés et puis les jeunes avec leurs parents en termes de différence mâle-femelle, père-mère. Alors, on revient aux fondamentaux. Chez les êtres humains, vraisemblablement, enfin, chez les animaux, il y a une préférence sexuelle qui est très fortement hétérosexuelle et qui est liée à des phéromones où c'est très très fort chez les insectes, beaucoup moins fort chez les mammifères, beaucoup moins fort chez les humains. Ça a été étudié. Il y a des phéromones chez les humains, il y a une préférence hétérosexuelle statistique liée à ces phéromones. Il y a eu d'ailleurs des expériences très drôles où on prend des amphithéâtres d'étudiants, on regarde où sont assis les mâles et les femelles, et une fois qu'ils partent, il y a les étudiants du cours suivant, on regarde où s'assoient les mâles et les femelles, et statistiquement, les mâles s'assoient plus là où il y avait des femelles avant et réciproquement. Donc on voit qu'il y a un truc comme ça, et c'est vraisemblablement déterminé génétiquement pour des raisons d'évolution de l'espèce. Il est logique qu'il y ait une préférence hétérosexuelle. Il y a des papiers d'ailleurs qui étudient ce sujet, sensible s'il en est. Et donc, qu'est-ce qui se passe au niveau du nouveau-né? Eh bien, vous avez une mère donc qui a porté son enfant, qui donc a une relation forte avec lui et qui va le nourrir. Or, bien sûr, quand vous nourrissez, puisque l'allaitement, aujourd'hui, l'allaitement maternel est quelque chose qui est sacralisé dans nos sociétés. D'ailleurs, de mon point de vue, c'est excessif, mais c'est une autre histoire. Donc, la mère va nourrir l'enfant au tout début. Et c'est très fort de nourrir. L'angoisse d'avoir faim chez un nouveau-né, c'est terrible, terrible. Et donc, le fait de le nourrir, ça crée des liens. Et donc, si vous êtes un nouveau-né mâle, eh bien, vous avez votre mère qui vous nourrit et donc, ça fait un lien très fort avec elle. Mais en plus, votre mère, elle est du sexe opposé. Et donc, ça fait un lien encore plus fort avec elle. Et le père, par contre, pas grand-chose. Alors que pour un nouveau-né femelle, eh bien, certes, sa mère la nourrit, et donc il y a un lien très fort, mais avec le père, il y a aussi un lien privilégié qui vient de l'hétérosexualité. Et donc, on voit qu'il y a, et je trouve que c'est pas assez dit, même par les psychanalystes, qu'il y a une asymétrie entre la relation de nouveau-né femelle et mâle avec son père et sa mère. Et de là, quand même, tout un mythe autour de la relation entre l'enfant garçon et sa mère, qu'on a dans les pays méditerranéens, qu'on a dans les romans de Romain Gary, qui certes avait un rapport particulier à sa mère, mais qui, dans La promesse de l'aube, exprime ça vraiment très bien. Il dit, avec l'amour maternel, la vie fait une promesse à l'aube qu'elle ne tient jamais. C'est-à-dire que l'amour maternel, j'aimerais le concrétiser un jour, et ça ne vient jamais. Ça ne vient jamais. Et qu'est-ce qui se passe? Quand une femme me prend dans ses bras et me serre sur son cœur, ce ne sont plus que des condoléances. C'est-à-dire que, je ne pourrai jamais trouver avec les autres femmes ce que j'imagine que j'aurais pu trouver avec ma mère. Et il y a plein de mythologies autour de ça. Dans combien de couples il y a la femme qui va dire à l'homme, non mais quand même je suis pas ta mère, voilà. Et est-ce que vous croyez qu'il y a autant de couples où il y a le père qui dit ah non mais je suis le mari qui va dire ah non mais je suis pas ton père? Vous voyez, il y a une asymétrie qui est claire et qui d'ailleurs peut-être explique, ne justifie pas, explique les féminicides qui sont un vrai problème et que je trouve qu'on n'explique pas assez. Pourquoi les hommes, beaucoup d'hommes tuent les femmes qu'ils aiment? C'est quand même une vraie question. Alors que le contraire se fait, mais c'est beaucoup moins fréquent. Eh bien, peut-être parce que, justement, il y a des hommes qui investissent leur relation amoureuse en fait avec un objet sous-jacent qui est un objet maternel,
pour lesquels il y a une frustration sans arrêt, et cette frustration devient absolument intolérable, et bien sûr complètement non consciente, et peut conduire à des choses complètement dramatiques. C'est une spéculation, mais je trouve que si l'on veut prendre à bras le corps tous ces problèmes que l'on voit aujourd'hui autour des questions de genre, eh bien, il faut essayer de trouver des hypothèses, et nous, psychiatres, psychologues, etc., avons le devoir d'y réfléchir. Alors, je conclus, puisque j'arrive au bout de mes 30 minutes. Je conclus, alors là-dedans, hommes et femmes, c'est quoi finalement? Eh bien, hommes et femmes, ce sont des constructions mythologiques autour de ce qu'est un mâle et une femelle, et de ce que la société demande de ce que doit être le mâle et le femelle pour que la société évolue au mieux et qu'elle envahisse tout. Et donc, il faut que les hommes soient courageux, forts, etc. Que les femmes soient douces, gentilles, aimantes, empathiques, etc. Et c'est une construction, bien sûr, c'est une construction, alors on dit sociale, moi j'ai dit anthropologique, parce qu'il y a de l'ontologie là-dedans, c'est qu'est-ce que je suis? Je suis une femme, parce qu'il y a un discours anthropologique, une injonction qui est que tu es femelle, eh bien tu seras femme. Et qu'aujourd'hui, bien entendu, cette question devient une question aiguë et c'est absolument passionnant. Et je pense que la question est légitime. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, vraiment. C'était très, très, très intéressant. Je rappelle la tradition sur notre rendez-vous, c'est qu'on peut toutes et tous applaudir par un émoticône dans le chat si vous le souhaitez. Et également faire vos premiers commentaires et poser vos premières questions si vous le souhaitez. Je vais commencer par une question qui m'est venue lors de votre conclusion, Bruno Falissa. Vous disiez que euh, euh, finalement, il y a une construction anthropologique de l'effet de genre aussi également. Est-ce que j'ai presque, peut-être que c'est moi qui surinterprète ce que vous avez dit, mais j'ai presque le sentiment que vous vouliez parler d'une pression. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un sentiment plus de pression sur l'identité de genre, d'ailleurs, aujourd'hui que par le passé, qui pourrait expliquer justement qu'on la remette à ce point en question? Alors, bon, bien sûr, j'ai pas de données là-dessus, hein. J'ai pas de données, mais une impression. Moi, je pense que non. Je pense que non. Je pense que l'explication de ce qui se passe aujourd'hui vient plus de ce que les sociologues appellent l'anomie et la postmodernité. C'est-à-dire que il y a moins de discours unificateurs dans nos sociétés. C'est-à-dire, il n'y a plus un seul Dieu qui fait que tout le monde va à la messe le dimanche. Il n'y a plus une chaîne de télévision que tout le monde regarde et dont on discute tous les matins au travail. Il y a un éclatement du discours structurant la société. Et on l'a bien vu pendant la pandémie avec les réseaux sociaux, etc. Et donc, et ça pousse à fragmenter la société et à ce qu'ils disent aussi dans la postmodernité, c'est que en fait l'universalisme disparaît un petit peu et que l'individuation est portée comme une valeur très forte. Et d'ailleurs, on le voit avec nos patients, être hyperactif aujourd'hui, c'est quasiment une identité. Hein, je suis ça, ce qui est, je trouve très bien. Là, c'est pas une critique du tout. Je trouve que c'est beaucoup mieux qu'un hyperactif se sente avec une identité d'hyperactif que comme un malade. Moi, ça me va tout à fait. Mais en tout cas, c'est une réalité. Et je suis libre de me penser comme je veux. Alors qu'en fait, avant, la question se posait pas. Je n'ai pas à être libre, quoi. Tout le monde me dit que je suis une femme. Alors que c'est bizarre, moi, je me sens pas comme ça. Mais tout le monde me le dit, donc j'ai pas le choix, quoi, en fait. Hein, et voilà. Mais bon, Avec, avec ce risque peut-être d'essentialiser un petit peu l'identité au travers de cette question. complètement. Ce que vous avez peut-être vous nommé ontologisation, que des fois, de manière peut-être un peu plus vulgaire, on parle d'essentialisation. Absolument, absolument. On a un vrai problème avec l'essentialisation. On a un vrai problème. Tout le monde dit il faut pas essentialiser, sauf que tout le monde le fait. Ouais, ouais. Ça c'est. C'est un effet fréquent. Du coup, je vais me permettre, si vous l'acceptez, que je vous pose des questions un peu également en rapport plus avec le trouble du neurodéveloppement.
Oui, Vous l'avez abordé rapidement sur la question de l'autisme. Et si je me souviens bien, la théorie, dans la façon dont l'équipe de Baron Cohen l'avait formulée, je crois qu'il parlait d'un cerveau hyper masculin, oui, l'autisme, voilà. exactement. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez développer et expliquer un petit peu? Parce que je pense qu'on n'est pas tous très au point sur cette théorie. Et surtout, Alors, est-ce qu'elle est toujours d'actualité? en tout cas, elle est plus du tout politiquement correcte. D'accord. C'est plutôt ça que je dirais. Alors, donc, Baron Cohen dit, il y a un sexe ratio, il part du sexe ratio de l'autisme, qui est discuté. Alors, comme vous le savez, il y a beaucoup plus d'autisme mâle que femelle. Alors, c'est discuté, puisqu'il y a des gens qui disent, ah mais oui, mais en fait, les autistes femmes, je les genre maintenant, hein, en fait, on les reconnaît pas autistes. Et donc, du coup, elles sont pas diagnostiquées, mais en fait, il y en aurait beaucoup plus que ce qu'on pense. Ce qui doit être vrai en partie. Mais je pense que ça explique pas tout le sexe ratio. Je pense qu'il y a quand même une surreprésentation des hommes. Et donc, comment expliquer cette surreprésentation? Et donc, il dit, voilà, et puis il remarque que les pères d'enfants autistes ont un sous-phénotype, ont un endophénotype, qui a beaucoup d'ingénieurs, de gens comme ça, quoi. Et alors, là aussi, il a des données épidémiologiques qui montrent ça, hein. Mais là aussi, elles sont discutées. Voilà, c'est comme tout ce qui est épidémiologique, c'est critiquable. Et donc, il accumule tout ça et il rajoute la testostérone qui aurait un effet, etc. Et bien sûr, comme le cerveau est imprégné de testostérone, eh ben, il dit, ben voilà, le nouveau-né mâle, en fait, il naît avec un souffle d'autisme. Et que du coup, si on rencontre un virus, voilà, un autre gène, etc., eh ben, on tombe dans le TSA. Alors, donc il a développé ça, mais il y a peut-être 50, 100 papiers là-dessus, hein. Donc c'est du solide, hein. Alors c'est du solide, mais c'est pas consensuel du tout, ça c'est sûr. C'est critiqué. Alors bien sûr, il a du mal aujourd'hui à faire passer ce discours parce qu'il est complètement, il est très peu audible. Il est très peu audible, mais néanmoins, je pense qu'on ne peut pas l'écarter d'un revers de main. Voilà, il y a tellement de données qu'on ne peut pas dire que c'est circulé, il n'y a rien à voir, quoi. Ça ne veut pas dire qu'il a raison, mais l'hypothèse n'est pas impensable. Voilà, l'hypothèse n'est pas impensable. Merci à vous. Il y a Corinne qui nous pose une question et qui nous demande comment on pourrait expliquer le changement d'identité sexuelle. Alors elle précise en s'appuyant sur votre théorie, peut-être que Corinne peut préciser si elle fait référence à une théorie en particulier, mais elle pose cette question de comment on peut expliquer un changement d'identité sexuelle. Alors, je pense que ce qu'elle veut dire, c'est vraiment ce qu'on appelait avant, ou on appelle toujours, mais moi je l'appelle plus comme ça, dysphorie de genre, c'est-à-dire de vraiment, c'est ça qu'elle veut dire, de vraiment se concevoir avec l'autre sexe, mais d'une façon totale, quoi. Alors, alors bien sûr, on est plusieurs à se poser cette question, hein, parce qu'on y est confronté. Euh, je pense qu'il y a plusieurs explications, qu'il n'y en a pas qu'une. Je pense qu'il doit y avoir, donc on est mâle ou femelle à 98% près, quoi. Hein, 2% d'intersexe ou un truc comme ça. Donc, considérant les 98%, on est mâle ou femelle. Après, il y a comment je me sens. C'est même pas une question de discours anthropologique, hein. C'est de schéma corporel. C'est une question de schéma corporel. Et il est possible que certaines personnes aient un problème de schéma corporel. Et que, comme on le voit dans l'anorexie mentale, ou etc., alors on va dire, je pathologise les questions de genre. Je suis bien obligé d'utiliser les mots que j'ai à ma disposition, et les exemples, hein. Donc là, on ne m'en veuille pas. Mais donc, il y aurait un schéma corporel qui ferait que l'individu ne se pense pas comme il est. Et on le voit quand même chez pas mal de personnes massivement une conduite, enfin, un parcours transgenre très fort où vraiment ça n'est pas possible. Je ne suis pas comme ça. Voilà, je ne suis pas comme ça. C'est vraiment une question de schéma corporel et ça pourrait être purement cognitif, quelque chose de très profond. Alors ça, mais je pense aussi quand même
Alors là aussi, mais bon, je vous dis ce que je pense, hein. C'est la vie. Je pense quand même qu'il y a des situations où je ne peux pas être un homme. Voilà, je ne peux pas être un homme. Pourquoi? Ben parce que j'ai été violé, parce que dans ma famille, ben l'homme, en fait, c'est juste impossible que je sois comme lui. Parce qu'il s'est passé quelque chose de violent, de transgénérationnel, et j'ai des cas cliniques comme ça, hein, de violemment transgénérationnel, et donc je ne peux pas être comme ça. Et que du coup, eh ben, je ne m'accepte pas comme je suis. Voilà, ça serait. Ok, merci à vous. Et du coup, il y a Naïma qui pose la question de savoir quel positionnement on peut avoir vis-à-vis des jeunes enfants. Alors j'imagine qu'elle pose la question vis-à-vis des jeunes enfants qui pourraient Ouais. poser cette question de leur propre identité sexuelle. On ne Alors, bon, ben ça, c'est vous la pose pas les question. questions les plus simples, mais en même temps, c'est des Non, non, questions mais c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est passionnantes. bien, parce que c'est des questions concrètes auxquelles elle est confrontée. Alors, c'est à eux et aux parents. Alors, moi, d'abord, aux parents, je dis, mais vous savez, il y a toujours eu des garçons manqués, hein. C'est banal, quoi. C'est banal qu'une fille dise, mais maman, pourquoi j'ai pas un zizi, voilà, pourquoi je suis pas un garçon, j'en ai marre, moi je veux jouer aux billes. C'est juste normal. Et ça, c'est pas un problème de dysphorie de genre, hein, c'est qu'elle voit bien qu'elle a pas de zizi, elle le voit bien, son schéma corporel est entier, elle est du sexe féminin, et en plus on lui dit qu'elle est une fille. Et là, c'est anthropologique, elle doit avoir une conduite comme ça. Ben, si ça se trouve, c'est pas congruent avec ce qu'elle a envie de faire de sa vie. Et c'est complètement légitime. Voilà. Et je suis sûr qu'autour de vous, vous avez plein d'enfants qui sont comme ça, quoi, hein. Et en fait, c'est pas grave. On dit, ben voilà, ben écoute, si tu veux jouer au football, joue au football. Si tu veux jouer au Lego, joue au Lego. Si tu veux une poupée, prends la poupée. Et voilà, fais ta vie comme tu veux. Mais ben oui, ben t'es une fille. Mais si tu veux faire comme un garçon, ben il y a pas de problème. Alors après, bon, ben, quand même, il y a des limites. C'est-à-dire que un petit garçon, s'il s'habille en jupe, alors on est obligé de lui dire, si tu vas en jupe à l'école, ça va être compliqué pour tes camarades, etc. Mais c'est pas grave, donc il vaut mieux pas le faire parce que ça va compliquer. Voilà. Et moi, je trouve qu'il faut le banaliser, quoi. Il faut le banaliser pour pas avoir des formations réactionnelles, quoi. Des trucs, ah non, alors c'est violent, voilà. Et en fait, en général, en général, c'est pas que ça se calme, ça fait des adolescents qui ont un fait, qui ont une adolescente qui va avoir les cheveux très courts, qui va jouer au football, etc., et qui ne sera pas forcément lesbienne du tout, hein, qui peut avoir c'est indépendant de la sexualité, hein. Merci à vous. Naïma vous remercie d'ailleurs aussi. Théa vous demande si l'homosexualité a un intérêt au sens évolutionniste. Ah, Alors, elle dit selon vous, mais je vous connais, je sais que vous allez répondre avec également de la littérature sur le sujet. ouais, alors, moi je pense que oui. Voilà, je pense que oui. Euh, pour plusieurs raisons. C'est-à-dire, je pense que, en fait, les sociétés humaines ont intérêt à avoir un certain pourcentage d'humains différents. Et d'ailleurs, voilà, d'humains différents. Parce que cette différence fait de la créativité et donc fait qu'on est plus adapté à l'environnement. Donc ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième point, c'est que, classiquement, les homosexuels n'avaient pas d'enfants. Et je pense que les sociétés humaines ont intérêt à avoir des humains qui n'ont pas d'enfants, parce qu'ils peuvent s'investir beaucoup plus dans des choses qui vont avoir un impact sur le collectif et qui vont l'aider à s'adapter à l'environnement. Donc je pense qu'il y a un double avantage évolutif à ce qui est de l'homosexualité. Alors bien sûr, s'il y avait 99% d'homosexualité, c'est sûr que ça complique l'évolution de l'espèce, hein. Merci à vous. Moi, j'ai une question. Je me demandais, alors, vraiment, je suis très, très, très prudent et je pense qu'il serait dangereux de vouloir absolument toujours tout pathologiser, parce que je ne le vois pas, en tout cas personnellement, comme ça. Excusez-moi. Non. Allez, une seconde. Attends une seconde, Axel. C'est sa petite blague. Et je me disais en revanche simplement, est-ce que on a des faits qui nous permettent de savoir si, dans le contexte des troubles du neurodéveloppement, il constitue un facteur de risque à une question du genre, par exemple, à une dysphorie? Ah,
Alors, en tout cas, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a pas mal de jeunes filles avec TSA qui sont dans une question de transition. Ça, c'est une réalité. Mais il est bienvenu, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Il est bienvenu. C'est normal qu'il veuille son papa à 18h45, hein. C'est bon signe. Non, donc voilà. Donc cette question, c'est une vraie question. Alors, alors, on en revient quand même à l'histoire de Baron Cohen, hein. C'est assez. On peut imaginer que, si on suit l'hypothèse de Baron Cohen, on peut imaginer qu'une jeune fille TSA, en fait, a un fonctionnement cognitif masculinisé. Et que donc, si elle s'en rend compte qu'elle est TSA, etc., etc., eh ben, elle va se rendre compte que dans les représentations sociales de ce qu'est un homme et une femme, elle se sent plus dans les représentations d'un homme. C'est pas impensable, hein, mais c'est spéculatif, hein. Ok. Bon, écoutez, est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Alors, on a Fiona qui nous pose une question, qui nous demande si vous savez s'il existe des différences importantes selon que l'on observe des humains femelles ou mâles, s'ils évoluent dans une société plus ou moins patriarcale. C'est-à-dire, Ah, est-ce que ça peut avoir des impacts génétiques ou cognitifs? alors, elle peut répéter là, vous pouvez Oui, répéter? oui, je peux vous répéter la question et je peux même, Ah si vous oui. voulez, la copier-coller. Mais savez-vous s'il existe des différences importantes selon que l'on observe des humains femelles ou Ah mâles, oui, d'accord. s'ils évoluent dans une société plus ou moins patriarcale? Et je pense qu'elle cherche elle parle d'impact génétique ou cognitif. Ouais, alors, il y a, oui, il y a des données là-dessus. Il y a des données là-dessus, notamment la quasi-totalité des sociétés sont patriarcales. Il y a une ou deux exceptions. Notamment, aux États-Unis, il y a une petite communauté qui est très fortement matriarcale et où il n'y a pas de préférence, si je me souviens bien, il n'y a pas de préférence masculine à la naissance. Alors, mais bon, il y a des micro-exemples comme ça. Alors, par contre, on sait chez les primates, il y a, et d'ailleurs, mais alors, impact génétique ou cognitif, là, ça, c'est chaud. Par contre, il y a des impacts comportementaux. Par exemple, le fait que dans la plupart des sociétés patriarcales, quand un couple se constitue, souvent le couple se constitue avec deux tribus pour varier les gènes, quoi, mais la femme va dans la tribu de l'homme, dans la société patriarcale. Et on voit chez des chimpanzés, on voit, alors je ne sais plus si c'est les bonobos, les chimpanzés, etc., mais on voit un peu la même chose. La femelle guenon est obligée de partir. Et d'ailleurs, ça recule l'âge où elle va se reproduire. Donc ça a un impact sur la biologie. Voilà, ça a un impact sur la biologie. Donc c'est une réponse. C'est une réponse, effectivement. Selon que la femelle est obligée de partir ou pas parce que la société est patriarcale, eh ben, ça a un impact sur l'âge qu'elle va avoir à la reproduction. Eh bien, merci beaucoup, professeur Bruno Falissard, d'avoir accepté de participer à ce webinaire. Euh, Avec plaisir. et d'avoir expliqué avec autant de simplicité et de clarté à la fois votre état de recherche dans la littérature et puis vos opinions sur le sujet. Merci infiniment. Je vais rappeler à tout le monde nos deux prochains rendez-vous. Le prochain rendez-vous 30 minutes avec le professeur Manuel Bouvard du service de psychiatrie de l'enfant de Bordeaux, qui va aborder la question du TSA et de la notion de spectre en particulier, le 19 janvier au soir dans notre rendez-vous 30 minutes avec. Et j'en profite également pour rappeler à tout le monde notre prochain web colloque le 17 janvier au soir sur l'autisme, osons le dissensus. Je vous invite toutes et tous, si vous souhaitez plus d'informations, à consulter la page de notre site web. Merci encore à vous. Vous pouvez voir les remerciements dans la page de chat sur la droite. J'en profite pour souhaiter à toutes et à tous une belle soirée et à très bientôt. Bonne soirée.